Il est allé les mentir, les diviser, leur créer des confusions. Parce que lui, il est un venin. Où il passe, il propage son venin. Il est allé mentir, manipuler les gens de l'AES avant. Ils sont venus, la rébellion a eu lieu. Aujourd'hui, c'est lui qui redevient le poison. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Il ne veut que tout ce qui peut arranger les Occidentaux. Mais ses propres frères, il est un virus. Et ça là, il doit regretter ce geste-là amèrement. Draman doit dégager à partir du 2, non-stop jusqu'à ce qu'il dégage, lui et toute sa clique, et ce parti RDR détruit, supprimé de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire aucune trace de RDR. Voilà ce qui va amener la paix dans la sous-région. On ne veut plus du Draman ni de sa clique. Eux tous ces rebelles qui ont fait des trucs, qui ont causé de la peine, de la souffrance, la mort, qui ont tué, exterminé moi, mon village maternel. Et ils doivent payer devant la justice. Le 2, tout Ivoirien qui a été injustement incarcéré, injustement détruit, ta vie est détruite, tu es au dehors. Tu viendras avec nous, on marche main dans la main, on marche droit dans les bottes, droit la tête. On marche jusqu'à ce qu'on obtienne notre liberté. Tant que notre liberté n'est pas obtenue, on ne sort pas des rues. Draman doit dégager. On ne veut plus d'élections. On ne veut plus rien. On veut qu'il parte, qu'il dégage de notre pays. Je m'arrête là. Merci. Merci Fatia. Effectivement, Draman doit dégager et il va dégager. Je pense que c'est une grave crise diplomatique qu'il a créée avec la mort suspecte. Voilà, de Alino. Voilà, parce que ça... Un prisonnier politique, on l'amène à l'agent, on l'amène 3 fois par semaine. Comment une seule personne va aller déstabiliser quel pays? Il y a ce mensonge-là. Draman veut créer un trouble entre AES et nous. Et ça, là, on ne doit pas laisser. On est avec AES aujourd'hui, AES pour toujours. Draman, tu vas souffrir, mais tu vas dégager comme une saleté que tu es. La saleté que tu es, tu vas dégager. Merci. Merci Fatia. Soleil, explique-nous un peu. Est-ce que c'est normal que on puisse à l'école de gendarmerie et puis Alino Faso, c'est pas un Ivoirien, tu vois, c'est un ressortissant étranger. Est-ce que on peut traiter l'affaire d'Alino Faso de cette façon jusqu'à ce que mort s'en suive? Qu'est-ce que cela peut créer comme incident diplomatique? Je pense que ça va créer. Je te laisse t'exprimer là-dessus, mon frère. Est-ce que vous m'entendez bien? Oh, un peu faiblement, mais vas-y. Je viens, ne quitte pas, il y en a l'écouteur, je viens. Là, c'est bon. Ouais, là, c'est bon. Bonsoir à tous. Bonsoir, et puis j'ai dit aux gens de tapoter. On va veiller un peu parce qu'il y a un décalage horaire entre le Canada et la France, mais je suis là, on va veiller. Je voudrais d'abord dire Yako, mes condoléances les plus attristées à la famille donc éplorée et puis à la nation burkinabé endeuillée. Ce soir, cher mien, excuse-moi, mais on va pas plutôt s'apaiser sur la question de la nationalité. Revenons juste à la mort, à quelqu'un donc qui a perdu sa vie. Et dans quelles circonstances? Il faudrait qu'on arrive à décrire ou à présenter les circonstances dans lesquelles donc est survenue cette mort. Primo, pour que les contemporains de l'histoire ou de l'avènement d'Alassane Draman Ouattara puissent prendre note, je vais dire que depuis qu'Alassane est au pouvoir en Côte d'Ivoire, bon nombre de civils ont été détenus dans des lieux illégaux, dans les lieux ne faisant pas partie de ce qu'on appelle le milieu pénitentiaire. Vous pouvez en citer, hein, il y a une pléthore de prisons qui ont été créées, des lieux de détention arbitraires. Laurent Gbagbo a été détenu lui-même à Korogo, sans que ça ne soit une prison. Laurent Gbagbo y a été sans que cela ne soit notifié à des magistrats. Il y est resté quand même à Korogo depuis un bon moment. Et puis, vous avez souvenance que Mme Simone Evé Gbagbo n'a pas été détenue dans une prison. Elle a été détenue à l'école de gendarmerie. Est-ce qu'il y en a souvenance? À l'époque, quand je partais rendre visite à M. Apalo Touré, qui était en pleine rédaction de sa thèse, Mme Yvonne et Simone Evé Gbagbo étaient donc détenues à Abidjan, dans la maison
du commandant supérieur de la gendarmerie. Donc, Apalo Touré, de ses fonctions comment on appelle, commandant école de gendarmerie d'Abidjan, il avait cédé dans son domicile de fonction à Mme Simone Yves Gbagbo. Donc, elle y était détenue. Donc, je vous cite ces cas-là pour dire que ce n'est pas pour la première fois que ça arrive en Côte d'Ivoire. Maintenant, qu'est-ce que la loi nous dit? La loi ivoirienne nous dit ceci. Tout individu civil qui a frein à la loi, monsieur Zongo, votre micro, tout civil qui a frein à la loi doit aller dans une prison civile de droit commun. Tout militaire, gendarme ou policier, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, tout policier ou militaire, gendarme ou militaire, qui, dans l'exercice de ses fonctions, qui désobéit à un ordre illégal, peut être arrêté et mis dans une cellule pour le réprimander dans les casernes militaires ou de fonctions ou de gendarmerie. Par exemple, si un élève gendarme fugue et qu'il est appréhendé, on peut le mettre dans une cellule à l'école de gendarmerie. Si un militaire fugue ou commet des choses, on peut l'arrêter, on peut le mettre dans une cellule à l'école militaire. Maintenant, quand il s'agit d'un procès pénal, d'un militaire ou d'un gendarme, il est jugé par une juridiction d'exception, qu'on appelle les juridictions qui ne sont pas du droit commun, mais qui est une juridiction spécialisée, qu'on appelle la juridiction militaire. Ok? Est-ce que Hans, tu me suis un peu dans ma logique? Donc, dans ces circonstances, qu'on appelle la MAMA, il y a MAMA à Abidjan, maison d'arrêt de correction des militaires à Abidjan, ça existe. Tout militaire, à l'exercice de ses fonctions, quand il est jugé par le tribunal militaire, il va dans une prison, pas avec les civils. Maintenant, comment se fait-il que, depuis qu'Alassane Dramane Ouattara est au pouvoir, des militaires sont détenus dans des écoles de formation, des civils sont détenus dans ces lieux-là? À ce moment, quand ces situations se présentent ainsi, il faut avoir beaucoup de recul pour les analyser. Dans ces circonstances-là, on dira que nous sommes dans un état peut-être anomique, si on va emprunter donc les pas d'Émile Durkheim. Est-ce que, quand on dit l'état anomique, est-ce qu'il n'y a pas une faiblesse institutionnelle? Est-ce que les prisons ivoiriennes sont quand même peut-être remplies? Il y a une sous-population carcérale. Donc l'État de Côte d'Ivoire peut prendre des dérogations pour dire, comme la Maca est certainement pleine et toutes les prisons ivoiriennes sont surabondées, donc on peut peut-être, pour des circonstances, on va détenir des Ivoiriens ou des individus dans un espace qui n'est inhabituellement auquel ils n'ont pas droit. Ok, est-ce que tu comprends? Mais nullement on a eu cette ordonnance. Comment se fait-il qu'un civil puisse être détenu et être interrogé à l'école de gendarmerie? Je me pose maintes questions, je n'arrive pas à comprendre. Monsieur Alino Faso, a-t-il été admis à un concours de gendarmerie? Monsieur Alino Faso, a-t-il été admis à un concours des officiers militaires d'infanterie active qu'on appelle l'EFA à Zambakro? Je ne pense pas qu'il soit admis. Mais Alino Faso a été arrêté pour des supposés faits qu'on lui reprochait pour déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Mais jusqu'à présent, on n'a nullement vu de procès. Il serait donc en détention préventive pour plus d'enquête. Donc s'il devait être interrogé, ça serait soit dans une prison comme la Maca ou d'autres prisons ailleurs. Si Alino Faso meurt à l'école de gendarmerie, c'est ce qu'on appelle notre État ivoirien s'est fouvoyé sur le plan judiciaire. Et c'est un incident diplomatique majeur. À ce moment, on dira que en Côte d'Ivoire, nous avons des camps de concentration. Nous avons des camps d'intimidation, d'harcèlement. Et je comprends dans cette logique que M. Apalo Touré ne cesse de se promener à Abidjan quand les élections approchent pour intimider et galvaniser ses troupes. C'est parce qu'en la réalité, depuis qu'Alassane est au pouvoir, leur modus operandi, c'est de détenir des Ivoiriens dans ces lieux secrets et de les lobotomiser. Voyez-vous, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, des hommes politiques comme, je vais pas, sous présent que je ne cite pas de nom, mais une première dame, une ex-première dame est sortie de ce milieu-là, et on voit aujourd'hui ses démarches politiques. Afin Nguessan est sorti de ces milieux-là, aujourd'hui nous voyons ses démarches politiques.
Donc, ils étaient lobotomisés. On les a, comme on appelle, si on prend un volet de mes pans de psychologie, on va parler un peu de trauma. Et on va parler un peu de trauma post-traumatique. Quand ton bourreau, il a envie, qu'il t'a séquestré, qu'il est au quotidien avec toi et qu'il n'y a pas eu de justice, mais finalement, tu deviens un homme amorphe. Tu deviens un peureux, un couard dans la société. C'est à ce moment-là qu'ils ont atteint certains politiques de manière psychologique. Donc, le cas de M. Aline Faso est un cas, pas un cas exceptionnel, mais c'est des cas auxquels nous sommes habitués en Côte d'Ivoire. Le chantage, l'intimidation et la séquestration des Ivoiriens sans qu'il n'y ait de droit. Nullement dans un pays, on ne peut dire qu'un civil meurt dans un lieu militaire. Donc ce soir, j'ai tellement d'arguments, mais je suis écœuré que cet incident diplomatique va avoir des conséquences gravissimes et graves sur notre État ivoirien. Merci. Bravo, bravo Soleil. Donc, je vais t'applaudir un peu. Merci Soleil. Effectivement, tu vois, on a cette façon de réagir, c'est-à-dire que notre gouvernement a une façon moyenâgeuse de réagir comme au temps de la Gestapo. Quand on enlève quelqu'un, on l'envoie à ses brocos, on le torture, on lui fait faire des aveux, et puis ensuite, aucun de ses droits n'est respecté. Alino Faso se retrouve du jour au lendemain à l'école de gendarmerie. Est-ce que l'école de gendarmerie est un lieu pour prisonniers? Est-ce que, vu la trame d'Alino Faso, est-ce que il est aussi ressortissant d'un pays voisin, est-ce que le fait de créer des conditions de détention bizarres pour Alino Faso respecte les canevas de la loi? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit gérer? Et cela, il a dit à justice, quand on a arrêté Sebon Gbagbo, où on l'a emmené? Est-ce que on les a détenus dans des endroits requis par la loi? Est-ce que quand Laurent Gbagbo lui-même, il a été arrêté, est-ce qu'il a été... Donc voici comment l'État de Côte d'Ivoire maltraite les détenus politiques. Si quelqu'un, vous estimez qu'il est coupable d'un quelconque fait, c'est à vous d'en apporter les preuves, et puis vous lui faites subir un procès en bonne et due forme. À la suite de ce procès-là, s'il est avéré qu'il est coupable des faits à lui reprocher, mais il purge sa peine, tranquillement. Est-ce que dans le cas d'espèce, c'est maintenant que quelqu'un de la trame d'Alino Faso peut mourir en prison? Imaginez ne serait-ce qu'un seul instant que cela était arrivé aux soldats ivoiriens qui étaient détenus au Mali. Que nous veut le pouvoir de Draman? Qu'est-ce qu'ils nous cherchent véritablement? Ils veulent nous dresser contre le monde entier? Ils veulent, je ne sais pas à quelles conditions, parce que je trouve suspect quand même que c'est à quelques mois de la date fatidique des élections que cette situation intervient. Parce que c'est clair que ça va créer un enlissement de la situation par rapport au rapport que nous entretenons avec le Burkina. C'est-à-dire que la tension va monter d'un cran. Pourquoi maintenant? Pourquoi c'est maintenant? On dit non, il a essayé de se sectionner les veines, mais il n'a pas pu. Donc ça veut dire que Alino Faso, là où il est là, il a un couteau, il a quoi que s'il a des choses. Je ne pense pas que le monsieur soit mort par un suicide. Voilà. Vu comment est-ce que eux, ils ont l'habitude de gérer nos affaires ici, je ne le pense pas. Parce que si vous avez un détenu pareil, je ne pense pas qu'on peut le laisser comme ça. Voilà. Il fait quoi la gendarmerie là-bas? Est-ce que c'est un lieu de détention qui est approprié? Moi, c'est la question. En Côte d'Ivoire, là, c'est quand on a entendu que quelqu'un est détenu, c'est à la gendarmerie, à l'école de gendarmerie, on l'envoie. On dit bien l'école de gendarmerie. Donc, c'est là-bas qu'on forme les gendarmes. Maintenant, s'il y a une prison, je pense que c'est pour les gendarmes récalcitrants, ceux qui suivent la formation, qui commettent peut-être des impairs, ou bien qui ne réagissent pas selon ce que les moniteurs leur disent de faire, et tout ça. Donc, c'est une gendarme peut-être, c'est une prison peut-être en interne là, pour punir ou pour sanctionner les petits gendarmes là, bon, qui ne suivent pas les règles, voilà. Mais, allez, non, il va voir là-bas. Maintenant, il meurt, on fait un truc, il est mort depuis le 24. Voilà. On dit non, le médecin légiste a constaté que bon, il s'est pendu, il a voulu se couper les veines. Qu'est-ce qui peut emmener un prisonnier à se tuer, à se donner la mort? En fait, c'est ça. Si c'est le cas, c'est-à-dire, tenons-nous au fait qu'effectivement, il s'est donné la mort. Qu'est-ce qui peut le pousser à faire cela? Est-ce qu'il se savait déjà condamné? Est-ce qu'il se savait déjà fini? Ou est-ce que les tortures qu'il a eu à subir ont fini par avoir raison de lui? Quand on sait comment fonctionne ce pouvoir-là,
Tous ceux qui sont passés par les géoles de Ouattara, à Sébroko, partout, mais ils sont sortis, nous ont dit qu'ils ont été torturés. Même Lida Kwasi, il a dit, Samba David, Samba David on a le témoin de Samba David. Attendez, il faut que je retrouve. Soleil, si tu peux retrouver le témoin de Samba David, s'il te plaît. Soleil. Je n'ai pas, mais il faut demander aux gens pour qu'on le live soit, on arrive à 2 cas de live. Parce que là, il y a du monde. On se dit aux gens de tapoter. Et organise bien le tableau. Organise le tableau là. Des intervenants pour organiser le tableau. Il y a trop de trous là. Ouais. Non, les gars tapoter, on va aller à un cas là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je pense qu'il y a beaucoup de demandes. Ouais, parlons d'abord, tu vois. Non, il faut qu'on retrouve le témoin de Samba David. Moi, voilà. Il a son micro ouvert là. Ok, on va écouter Samba David, qui a été, lui, dans les geôles de Ouattara. Ok, il faut qu'on écoute Samba David. Et puis, excusez-moi. Hein. Et puis, on va faire le lien. On va faire le lien avec Lino Faso. Écoutez, on va écouter. C'est dur à la BSD. Dur. Je dis bien dur. Coucher torse nu. Quelque part où ils mettent le climatiseur à un niveau pas possible. Tu es en train de geler et on vient te proposer ta libération en échange d'un mensonge. Si tu n'es pas dur dans la tête et que Dieu n'est pas avec toi, tu craques et tu vas même dire que le bateau qui est perdu, tu as volé Saïd à ta maison. Ils sont venus me dire, voici Mamadou Koulibaly, Abdourahmane Sangaré, Charles Konabani, qui étaient des personnes qui tenaient la CNC. Il faut les accuser de vouloir déstabiliser le pays. Et puis on va te libérer. Quand on te libère, tu choisis un pays de ton choix. Tu vas avec ta famille. Mais malgré ça, j'ai dit niet. Et parce que je n'ai pas accepté de faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils appellent collaborer, de 6 mois d'emprisonnement ferme jusqu'à 3 ans. Alors quand ça finit, et puis on nous envoie à la Maca. Ahmed Bakayoko envoyait ces gens, et ceux qu'ils envoyaient là, ils sont encore là. Pour me donner 1 million de francs CFA pour scolariser mes enfants. Tout le temps que je suis en prison. Parce qu'ils veulent m'envoyer avec eux. J'ai dit niet. Moi, le jour de mon arrestation, le 13 septembre 2015, j'ai reçu un coup de pied. Celui qui m'a shooté portait une paire Tibelang. Il y a fer devant. Un coup de pied dans le bas-ventre. Mon urine a coulé pendant près de 2 semaines. Je suis resté impuissant pendant 2 ans. Aller partout en Tunisie, partout dans les hôpitaux pour se faire soigner. Le 14 août 2015, la CNC cherchait des gens pour aller faire le tout premier meeting. Est-ce que vous avez entendu le témoignage? Hein? Est-ce que vous avez entendu le témoignage de Samba David? Il a été torturé. Quand le pouvoir de Ouattara l'a arrêté, ils l'ont torturé. Après quoi, ils l'ont fait passer aux aveux. Ils lui ont fait cracher au bassinet des informations dont ils voulaient que Samba David soit l'auteur. Ils lui ont dit, faut dire ça, faut dire ci. Pourquoi? Parce qu'on le force par la voie de la torture à cracher des informations. Il est vivant, hein? Il n'est pas mort. C'est lui qui a expliqué comment est-ce qu'il a reçu un coup dans le bas-ventre qui a fait qu'il a uriné pendant 2 semaines de façon continue. Et puis, il a été impuissant pendant 2 ans. Donc, voici les méthodes employées par la police ou alors comment je peux les nommer même. Hein? C'est les mercenaires de Ouattara quand ils arrêtent des opposants. Bon, qu'est-ce qui nous dit que Lino Faso n'a pas connu pire que ça? Parce que je vais chercher encore le cas de Carton Noir qui a expliqué comment est-ce qu'il a été torturé, mais violemment.
Et quand il est sorti, on a tous vu les lèvres de carton noir fendues. On a tous vu les stigmates hein, de sa prison. Hein, la peau qui lui avait été enlevée du visage et tout ça. Pareil pour le photographe du PPACI, Ebiba Diobson, mais qui a été bastonné. Même Lida Kwasi en a fait les frais. Donc, qu'est-ce qui nous dit que l'Ino Faso n'a pas subi une torture pareille pour que moi s'en suive? Parce que si je suis bien détenu, si je suis dans mes droits, si on m'a bien gardé, si tout est mis à ma disposition en tant que prisonnier pour que je puisse me défendre, pourquoi je vais me donner la mort? Qu'est-ce qui peut pousser l'Ino Faso à se suicider? Après avoir cherché à se taillader les veines, maintenant il va se... Donc voilà toutes ces questions-là. Et moi je dis, je trouve curieux que c'est maintenant que ça ait lieu. Voilà, parce que eux, toujours à l'approche d'un événement majeur, il faut toujours quelque chose pour nous détourner. Nous, on a notre marche du 2. Et c'est ça qui est important pour justement arrêter ces façons moyenâgeuses d'agir quand on arrête des prisonniers. Et c'est ce que nous allons faire. Moi, je pense que le monsieur, en tout cas, vu le communiqué lapidaire hein, du procureur, je ne pense pas que ce soit comme ça que les choses se sont passées. Voilà, c'est mon avis, hein, parce qu'ils nous ont montré comment eux, ils traitent leurs prisonniers. Voilà. Bounty, vraiment, merci pour ta patience. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Je vais te passer la parole, tu vas te prononcer sur les événements en cours, et puis on va faire le tour des paroles. Oui. Oui, bonsoir camarade Hans, bonsoir tous les camarades sur le panel. Merci de me passer la parole. Voilà, le président Alassane Ouattara, le personnage. On n'a pas assez de temps, mais je vais citer quand même quelques faits que tout le monde connaît pour rappeler à leurs partisans que ils suivent une personne qu'ils ne connaissent pas. Le président Laurent Gbagbo a dit, vous me combattez pour une personne que vous ne connaissez pas. D'accord. Le Burkina Faso, par l'entremise de l'ancien président Blaise Compaoré, a accepté d'accueillir une rébellion sur les sols, laquelle rébellion a attaqué la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce pouvoir en place est le pouvoir burkinabé, est le Burkina. Le PDCI s'allie avec le RDR pour permettre à ce parti-là de prendre la présidence. Aujourd'hui, ce parti est le PDCI. Le président Laurent Gbagbo permet au président Alassane Ouattara de revenir d'exil. Il lui permet de prendre part aux obstacles de sa mère. Il le permet par la suite d'être d'être candidat à titre exceptionnel aux élections. En retour, il envoie à la haie. Et le président Laurent Gbagbo, quand il est à la haie, il perd sa maman. Il demande une doléance à l'État de Côte d'Ivoire, donc directement au président Alassane Ouattara, qui refuse. Vous voyez comment il est payé. Soro Guillaume endosse la responsabilité de la rébellion. Plus tard, à cause d'un désaccord avec le RHDP, il est contraint d'aller en exil et il a une peine qui plane sur sa tête. Le remerciement de Soro Guillaume. Je cite tous ces faits-là, qui ne sont pas exhaustifs, pour dire aux partisans du RHDP, en ce moment, vous êtes adulés par vos cadres, tout simplement parce que vous êtes en accord avec tout ce qu'ils font. La seule fois où vous vous tromperez de manifester un quelconque désaccord, vous allez subir le même sort que toutes ces personnes-là. Je répète, la seule fois où vous allez essayer, même en rêve, d'être en désaccord avec ce qu'ils vous disent, vous allez subir le même sort qu'eux. Vous ne savez pas qui est-ce que vous suivez, les gars. D'accord. Maintenant, revenons sur la marche du 2. Ils nous ont dit ici que 95% de la population ivoirienne est satisfaite de la gouvernance du RHDP. On a gobé. 5 millions d'Ivoiriens sont sortis de la précarité. On a écouté. Ils sont allés marcher à Paris. Il y a eu 10 000 personnes, ce sont leurs chiffres. À Mbimpe, il y a eu 100 000 personnes dans Mbimpe et autour. Le RHDP est une machine aujourd'hui. Ils ont un bilan inattaquable. Bon, avec tous ces atouts-là, pourquoi on menace une minorité qui veut marcher le 2? Je me pose cette question-là.
le scénario dans lequel nous sommes aujourd'hui vient apporter une contradiction avec tout ce qu'ils nous ont dit depuis le début. Ils ne sont pas majoritaires. La majorité des Ivoiriens sont mécontents et ils n'ont rien fait pour changer le quotidien des Ivoiriens. Et c'est ça la réalité aujourd'hui. Le président Alassane Ouattara, maintenant qu'il se promène, il ne peut pas faire un discours sans parler de la marche de Paris et du regroupement à EBMP. Pourquoi? Pour montrer à l'opinion publique que la majorité des Ivoiriens le suivent. Donc, la stratégie aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'arriver à nous phagocyter de telle sorte qu'on ne puisse pas sortir le 2 et pour dire que, bon, ceux qui sont sortis, il y a eu des gens quand même qui sont sortis, mais c'est négligeable, en fait. Il n'y a qu'à voir les personnes qui étaient au stade. Il n'y a qu'à voir les personnes qui étaient à Paris. Ils sont plus nombreux que ceux qui sont sortis le 2. Donc, les voix de ces personnes-là, certes, elles ont le droit de manifester, mais ça reste négligeable. Pourquoi on lui accorde encore un crédit? C'est pour ça qu'ils insistent avec ça. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on a gagné la bataille. Hein. On a gagné. Parce que quand le bilan est inattaquable, on n'écoute pas les personnes qui sont minoritaires. Quand on est majoritaire, on n'écoute pas une personne qui est minoritaire. On lui laisse agir. Parce que tout simplement, on sait que ça n'aura pas d'effet. Mais pourquoi à chaque fois que l'opposition programme une rencontre, le même jour, le parti au pouvoir met quelque chose aussi dans une ville ou dans une commune? Il faut se poser la question. C'est ça. Ils savent très bien que quand ça va commencer, ça ne va pas s'arrêter. Et tout à l'heure, il y a Isaac qui parlait de novembre 2004. Mais novembre 2004, on a affronté l'armée française au menu. On a affronté une puissance mondiale. On a affronté une puissance mondiale au menu. Ceux qui se rappellent encore, cette nuit-là, où les ponts étaient en train d'être pilonnés pour empêcher les gens de rallier le 43e BIMA. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient, moi j'y étais, on a vu des gens qui ont sauté, qui ont déjà, ça ne nous a pas empêché de passer et d'aller au 43e BIMA. Cette nuit-là, nous sommes partis. Et là-bas, ça tirait à balles réelles. C'était pas des tirs de sommation. Ça tirait à balles réelles. Le lendemain, nous sommes retrouvés à l'hôtel Ivoire. J'ai encore en mémoire le vaillant soldat qui est tombé, qui a perdu un membre. Je vais pas citer parce qu'on est sur TikTok. J'ai encore en mémoire son visage. D'accord? Et rappelez-vous, quand les Français tiraient à l'hôtel Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est mis à chanter. On s'est mis à chanter, on s'est couché. Et après, quand les tirs se sont arrêtés, on s'est levé, on a chanté cette chanson, si vous vous rappelez très bien. C'est pour vous dire, là où ça tirait, nous on s'amusait. On n'a pas peur. On n'a pas peur. Donc, Bob le mannequin, il peut parler comme il veut. Il y a eu une marche à Paris, on l'a pas vu. Il est à Paris. Il aurait pu venir nous inquiéter, il l'a pas fait. Donc, c'est pas Abidjan qui va nous inquiéter. Voilà. On a déjà gagné. Le 2, les gens, ils vont sortir. Malheureusement, moi, je suis pas en Côte d'Ivoire, mais les gens, ils vont sortir. On va sortir. S'ils veulent qu'ils mettent un dispositif, ça ne nous regarde pas. Nous, on va sortir. Et je veux vous dire, la FECI n'existe plus, de façon officielle, mais de façon officieuse, elle existe. De façon officieuse, la FECI, elle existe. Voilà. Donc, la sécurité, là, nous-mêmes, on va la garantir. Notre propre sécurité, on va la garantir. Il y a des gens qui sont là. Il y a des personnes qui étaient là, qui sont devenus des civils qui sont là. Il y a des personnes qui étaient dans agents de sécurité, des gardes de corps et tout, qui sont dans les civils qui sont là. Il y a des braves, des guerriers qui sont là aussi. Quand on prend le grand banditisme en Côte d'Ivoire, citez-moi le nom du plus grand loupard de tout le temps. C'est John Pololo. C'est pas Isaac Pololo, c'est pas Koné Pololo, c'est John Pololo. D'accord? Il n'était pas du Nord. D'accord? Donc, quand on cite les anciens, les Joe l'Indien, les Aka Daniel et compagnie, là, c'est pas des gars du Nord. Ça veut dire que dans les autres régions aussi, il y a des gens qui sont fous, en fait. Mais, ils ne montrent pas leur folie à qui veut le voir, en fait. On est tranquille. Rappelez-vous de la révolte des abeilles. Rappelez-vous de la révolte des abeilles. On est fous, mais on sommes là. Rappelez-vous d'Assek Kotoko. Les Ghanéens nous ont frappés chez eux. Mais ils ont vu ce qui s'est passé ici. Jusqu'aujourd'hui, ils respectent la Côte d'Ivoire. L'Ivoirien n'aime pas foutaise. On va sortir. On va manifester nos droits. Et c'est pas les militaires que vous allez faire semblant de mobiliser qui vont venir nous faire quoi que ce soit. Parce que là, l'opinion publique. C'est comme ça que je dis que n'ayons pas peur. Cette marche-là, médiatisons-la. Médiatisons. Et c'est bien de communiquer maintenant. C'est bien, parce qu'elle va être médiatisée, cette marche. Ce jour-là, on va la médiatiser. Le monde entier va voir, en fait.
Donc, ils savent qu'ils n'ont pas intérêt à venir nous attaquer. Parce que nous, derrière, ça va nous accorder du crédit. Ça va montrer que tout ce qu'on a dit à propos de ce gouvernement-là est en train maintenant de se réaliser. Quand on dit qu'il n'y a pas de droit en Côte d'Ivoire, mais vous voyez maintenant, nous sommes en train de marcher, ils viennent nous attaquer. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas nous attaquer. Ils le savent très bien. Mais ils font ça, en fait, pour pas qu'on marche, en fait. Ils le savent très bien, ils peuvent pas. Parce qu'aujourd'hui, ils sont dos au mur. Tout ce qu'on dit maintenant, ils sont obligés d'exécuter. Ils sont obligés de négocier avec nous. Regardez un peu ce qui se passe, les gars. Normalement, leur convention, le congrès du RHDP aurait dû avoir lieu quand? L'année dernière. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Non, il y a eu la CAN. La CAN s'est déroulée quand? De janvier en février. Est-ce que ça s'est déroulé de janvier à décembre? Ils savent très bien qu'au sortir du congrès, ils étaient obligés de dire un candidat. Donc, ils pouvaient pas attendre un an avant de répondre. On aurait dit qu'il y a un problème. Et si, après le congrès, en 2024, ils avaient désigné leur candidat à l'Assemblée nationale, il y aurait eu une crise. Et on sait très bien qu'une crise qui s'inscrit dans la durée, elle devient incontrôlable. C'est pour ça qu'ils l'ont ramené à cette année. D'accord? Et là, c'est pour ça que le monsieur, il peine à dire, parce qu'il sait très bien que s'il dit maintenant, la crise, elle va commencer. Donc, il attend, en fait, le plus tard possible. Mais nous, on s'en fout. Il y a un camarade qui l'a dit, qui disent qu'il soit candidat ou qu'il ne soit pas, nous, on va sortir. On va s'inscrire dans la durée. On va faire un sitting. 2004, on va refaire 2004. On va refaire 2004. Je m'arrête là. Merci. Ok. Mais, merci. Tu as fait une analyse complète. Tu as vraiment ressorti des points très clés. Et puis, il faut que les gens comprennent que la peur n'est plus de notre côté. Ça, il faut qu'on le dise. Le président Laurent Gbagbo est sur le terrain. On a peur de quoi? Voilà. Le président Gbagbo est là. Je pense que les autres militants des autres partis politiques sont gagnés par un regain de vitalité. Et puis, il faut comprendre une chose. Hein. Tu peux avoir peur, mais pas peur tout le temps. Quand tu accules quelqu'un, et puis il est dos au mur, là, la seule façon pour lui de pouvoir se sauver, c'est de faire quoi? C'est de te faire face. Et donc, nous, en ce moment, nous sommes dos au mur. Non, on n'a plus le choix. Et puis surtout, on n'a plus le temps de ne plus avoir le temps. Si Ouattara veut, il n'a qu'à venir dire qu'il... Ça, c'est son problème à lui. Ça veut dire que nous, on est rentré dans une autre phase où on a décidé de prendre notre destin en main. Et ça va commencer par la marche du 2 août. Donc, qu'ils viennent nous menacer, qu'ils parlent, qu'ils nous montrent les tanks, les hélicoptères, comment on appelle ça, les avions de chasse, hein, je sais pas moi, les drones, tout ce qu'ils veulent. Ça, c'est eux qui voient. Voilà. Parce que nous, on sait une chose. La force et la vérité est de notre côté. Et donc, de ce fait-là, nous n'allons pas du tout abdiquer. Donc, demain, là, le 2, là, pardon, tellement ici précis même. Le 2, là, on va prouver, on va faire une démonstration de force. Voilà. Parce que nous sommes des légalistes. Et nous allons agir en toute légitimité. Le monde entier, nous tous, c'est-à-dire que tout le monde regarde, tout le monde attend que cela arrive. Et puis, ce que vous dites que vous allez nous faire, là, les Téné Ibrahima qui nous menacent, là, parce que eux, ils pensent qu'ils vont être ministres ad vitam aeternam, là. On va voir. On va voir. On va voir. Parce que des gens ne savent plus ce que c'est que être ministre de la République. Eux, ils pensent qu'ils sont ministres du RHDP. Voilà. Eux, ils se voient comme ministres du RHDP. Donc, tout ce qu'ils font, ce n'est pas pour le bien-être de tous les Ivoiriens, mais c'est juste pour qu'un camp soit satisfait. C'est juste pour qu'un camp soit tranquille. Voilà. Donc, comme les Ivoiriens vont marcher, tout de suite, on sort pour dire, on s'arrange pour que la sortie des commandeurs aux gendarmes là coïncide avant la marche. Et puis, on vient prendre, on se met sur, comment on appelle ça, le pupitre. Et puis, on dit, bon, nous, on va mater toutes sortes de désobéissances civiles. En ce moment actuel là, qui parle de désobéissance civile? Nous, on dit de créer les conditions pour aller à des élections. Est-ce qu'il est question? Donc, déjà, vous êtes dans le cas de figure où vous êtes sûr que vous allez avoir le pouvoir. Et donc, les gens vont déjà s'apprêter. Ça ne passera plus et ça ne passera pas. Quand vous faites ça, on a compris que c'est vous qui avez peur. Aïlé, bonne arrivée. Fantôme Benguis, bonne arrivée. Le Lévite, bonne arrivée. Donc, je vais passer la parole à l'un d'entre vous, je crois. C'est plus si Fantôme est venu avant Aïlé ou Aïlé. Ça doit être moi, ouais, je pense. Parlez, ouais, ok. Bah, vas-y, parle un peu fort, Fantôme. Ok, bon. Bonsoir à tous. Bonjour pour ceux chez qui il fait jour. Moi, je commence par dire que je commence par la marche et je reviens sur Alino Faso. Moi, j'appelle le peuple de Côte d'Ivoire à aller dans le sens de son histoire. Parce que tous les peuples sont passés par là. Nous, on n'invente rien. Si vous prenez la longue marche de liberté des Noirs américains, des Afro-américains, mais ils sont passés par des moments comme ça éprouvants. Ils ont dû faire des marches, marches de Montgomery, etc. Tout ça, ils en ont fait. Et c'était pas des marches faciles. C'était pas des événements
qui se sont fait, où on leur tendait des bouquets de fleurs partout. Mais ils sont allés au bout. Parce que quand vous forcez l'oppresseur à sortir toute sa haine, toute sa virulence, vous l'emmenez par là même à faire des fautes. Et ces fautes-là vont lui coûter de devoir finalement lâcher prise. C'est votre détermination là. Et ils sont dans leur rôle. Ce qu'ils font, c'est de l'intimidation. C'est les plus frileux d'entre nous pour nous emmener à ne pas aller à cette marche-là parce qu'ils nous menacent. Et donc les gens vont regarder, vont dire, ah ouais, mais nous on pensait que ça allait être un événement festif et tout, mais si on doit aller rencontrer autant de résistance comme ça, bon, nous on va pas parce qu'on veut pas se mettre en danger. Non, c'est pas cette attitude-là qu'il faut avoir. Au contraire, devant ces intimidations-là, il faut montrer qu'on est 2 fois plus déterminé. Moi, je veux dire aux uns et aux autres que dans votre parcours, moi, j'aimais bien, il y a une série américaine, la Grey's Anatomy. Il y a 2 épisodes qu'ils avaient fait vers la saison 16 par là. Il y avait 2 épisodes qu'ils avaient fait dans lesquels les médecins là et leurs enfants partaient participer à des manifestations. Et dans ces épisodes-là, on expliquait aux gens que c'est normal qu'il faut manifester, que les manifestations, c'est dans... En fait, les peuples se construisent comme ça. Il y a des causes pour lesquelles on doit et on est obligé. Donc, et ça fait partie de l'histoire des gens. Donc, chacun se racontait l'histoire de sa manifestation. Moi, je peux vous parler de toutes les manifestations auxquelles j'ai participé. En novembre, quand on nous a dit sortez et tout, nous, on est sortis, nous, chez nous, on est 5 garçons. Père à son âme, il y en a un qui est décédé. On est 5 garçons. Notre vieux nous a concédé de laisser à la maison un seul, et c'était notre dernier. Il a dit, si vous voulez partir, il y en a un qui doit rester à la maison. On dit, ok, naturellement, ça devait être notre petit frère, et on l'a convaincu de rester. Même lui, il était en larmes. On est tous partis, y compris notre cousine qui vivait avec nous à la maison. Et tout le monde sait comment ça s'est passé. J'ai fait toutes les marches de la place de la République à l'époque, devant l'hôtel Ivoire. Je les ai faites, même après la crise post-électorale. Quand Afin Guessin est sorti de prison, à Yopougon, place CP1, j'étais là-bas. C'est, comment on va dire ça, les jeunes de Ouassakara, les petits microbes là, c'est eux qui sont venus désorganiser la marche vers la fin, et enfin le meeting vers la fin. Même la marche contre la Constitution 2016, le nom, avec les Mamadou Koulibaly et tout, moi j'ai pris la marche au niveau de la CIE. C'est là que j'ai pris la marche. Et on a marché, on est arrivé vers la cathédrale, et le groupe qui venait de l'autre côté, Makori et autres, avait à sa tête, je crois, Aboudraman Sangari était encore en vie. Il était devant la marche. Et nous, on allait se croiser à ce niveau-là, quand les gens commençaient à nous jeter des lacrymogènes. Donc, on a ce vécu-là. Et tout le monde doit pouvoir, effectivement, aller dans ce sens-là. Avoir un vécu militant, un vécu qui prouve que on a une histoire avec le pays. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il y a 2 thèses par rapport à Alino Faso. Il y en a une parce que j'ai vu le communicant du Burkina montrer. On dit qu'il est décédé le jeudi. Mais regardez bien, le jeudi là, il y avait une manifestation officielle à la place, à la gendarmerie. Là où on a, comment on appelle ça, on a décoré, où on a la sortie officielle des gendarmes. Ça a eu lieu devant la gendarmerie là. Voilà. Mais si c'est ce jour-là que l'événement a eu lieu, et on nous dit que le procureur a été appelé à 7 heures, il a eu connaissance de cette affaire ce même jour. Pourquoi ils n'ont pas communiqué dessus? Ils ont été même très à l'aise de faire leur cérémonie alors qu'ils venaient d'apprendre qu'il y avait un événement de ce type-là qui s'était passé. Ça, c'est problématique. Maintenant, notons même une chose qui est aussi importante. Ouais, je vais avoir 2 minutes, si vous permettez. Alino Faso, il y a une vidéo de lui qui est sortie la semaine avant son décès. Il y a quelqu'un qui l'a publié sur Facebook tout à l'heure là. Il avait les cheveux un peu en droite comme ça et tout, et il était en train de s'exprimer pour dire que chez eux là, au pays, les gens sont en train de faire des efforts. Il rassurait quelqu'un, un interlocuteur, c'était en vidéo. Il le rassurait pour dire que il y a quelque chose, des choses qui sont en train de se passer pour aller dans le sens de plus ou moins sa libération. Mais il n'avait pas obligé. Il n'avait pas l'air de quelqu'un qui allait, dans les jours à venir, là, sauter la vie. Il y a quelque chose dans le narratif, là, qui ne fonctionne pas. Il y a un troll burkinabé, dont ils ont publié aussi les posts
dernièrement là, qui disait vouloir alerter l'État de Côte d'Ivoire comme quoi Alino Faso passe des appels à plusieurs personnes au Burkina en ce moment. Et ce troll-là disait que il a tous les contacts des personnes avec qui Alino Faso passe donc ces appels-là. Mais quand le troll finit de lancer cette espèce d'alerte-là, quelque temps après, Alino Faso est retrouvé suicidé. C'est problématique. Et l'autre qui avait été cité dans cette affaire-là, un certain Maïga, qui est un communicant pour l'AES et tout. Maïga, lui, il mettait en garde toute personne qui est au Burkina en leur disant ne répondez pas aux appels comme vous avez expliqué tout à l'heure, l'un des intervenants a expliqué que là-bas, on essaie de soutirer ou d'organiser des espèces de complots là-bas pour faire plonger des personnes. Donc, il leur disait ne répondez pas aux appels de Alino Faso, soi-disant parce que les gens sont en train de tenter de mettre des ficelles pour essayer de faire correspondre leurs accusations qui sont des accusations fallacieuses. Donc, l'un mis dans l'autre, on sait très bien que ce pouvoir, dans tous les cas, il nous a démontré il n'est jamais net. Il n'est jamais net. Cette affaire-là, ça sent qu'une affaire qui est sans doute crapule. Et la fin, c'est qu'il faut qu'on en arrive à les évincer parce que ça. Merci Fantôme. Ta connexion même a commencé à déconner un peu là. Donc on t'a pas bien, difficilement perçu sur la fin. Mais effectivement, je me rappelle de cette partie où effectivement, je crois Maïga, le communicateur ou le communicant pour l'AES avait dit effectivement qu'il y a des appels qui étaient lancés depuis le téléphone de Alino Faso et donc il fallait que les gens fassent attention. Tu as relevé aussi un fait qui est important. Le jour même de la cérémonie était marqué par le décès d'Alino Faso. Et puis bon, tout ça, moi je pense que ceux-là, ils n'agissent pas en vain. Voilà, je pense qu'ils veulent créer peut-être une crise diplomatique aiguë, essayer de détourner l'attention vers un autre problème. Parce que effectivement, on dit pour éteindre un problème, il faut ouvrir un autre problème. Vous comprenez? Est-ce que les gens ne sont pas dans cette... Pourquoi le gars se donnerait la mort? Pourquoi il va se donner la mort dans ces circonstances et dans ces conditions-là? Ok, je pense que ce dossier-là, c'est très suspect. On va, bon, Aïlé, je vais te passer la parole. Après, ce sera le Lévite. Et puis, on va faire un dernier tour de parole. Ça fait près de 3 à 4 heures d'horloge que nous sommes là. On a vraiment fait le tour de la question. Je vais vous demander surtout de parler de la marche du 2. Voilà, avec les menaces qui fusent un peu de partout. Il faut qu'on arrive à mobiliser, à galvaniser véritablement nos frères, en tout cas tous les Ivoiriens qui vont sortir pour leur dire qu'il n'y a rien. Les gens ne peuvent rien créer. Laissez-les s'effrayer eux seuls. Ils ont peur. Voilà, c'est la peur. Le tendonnier de Paris, là, celui qui dit qu'il sectionne le tendon des gens, là. On l'a vu sortir pour menacer, pour dire qu'il ne faut pas que les gens sortent parce qu'eux, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Donc, ils veulent juste jeter l'effroi, voilà, au sein de la population, créer l'émoi pour que les gens aient peur. Et puis demain, ils vont venir dire, voilà, on vous avait dit, l'opposition, c'est une opposition gueulade, en fait, qui ne mobilise pas, les Ivoiriens ne sont pas avec eux. Voici ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez, une marche, même, il n'y a personne. Alors que vous nous avez vu, nous, on avait, comment on appelle ça, du monde. Donc, c'est juste... c'est une stratégie pour nous dissuader, un peu à l'image de ce qu'ils ont fait quand il y a eu la marche priante des catholiques. Vous avez vu Al-Mustafa, tous ceux-là, ils sont sortis avec les badauds, les bouviers là, pour venir menacer les pauvres chrétiens qui voulaient juste faire une marche priante, une marche où il y avait un itinéraire qui était bien défini. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont sortis pour dire non, ils vont boire le sang, ils vont faire ceci. Est-ce que la marche a eu lieu finalement? Les gens se sont bons par précaution pour ne pas prendre de risque. Je pense que c'est ce qu'ils doivent rééditer. Mais ça là, jamais de la vie, nous n'allons reculer. Ça, il faut qu'ils soient sûrs de ça. Nous n'allons pas reculer d'un iota. Et puis, on va leur montrer que, en fait, les Ivoiriens, c'est ce qu'on disait là. On dit on est un peu doux amer. Il ne faut pas y trop garder la parole, puisqu'il y a encore d'autres panélistes qui n'ont pas encore parlé. Donc, je vais leur donner leur tour de parole. Et puis, on va voir comment chuter. Aïlé. Vas-y, après, ce sera le Lévite. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Oui, le frère qui vient de parler là, le fantôme, je pense qu'il a dit bon nombre de choses sur quoi je voulais revenir. Et c'est bon que ils sont allés un peu dans les détails là, ça m'a surpris un peu qu'il ait touché exactement les points que je voulais toucher parce que c'est depuis les années 90 que la démocratie a commencé à être le multipartisme d'abord a été instauré, d'accord. On est passé de quoi?
on va dire une démocratie populaire à une démocratie multipartite là. Et il faut, c'est un processus qui se construit. C'est un processus qui se construit et qui se défend. C'est dynamique, hein, les frères. Moi, je vois ce qui se passe là comme quelque chose de tout à fait normal. Ça veut dire quoi? Même dans la construction, c'est pas comme ça un bon matin quand on a dit à le multipartisme et puis c'est bon, on respecte et puis on n'a plus de problème. Hein. C'est pas ça. Hein. Il a fallu faire plein de marches. Certaines marches étaient autorisées, d'autres non, et il a fallu se débattre avec les mêmes forces de l'ordre là, jusqu'à ce que les gens soient habitués. Donc nos frères de RHDP, RDR là, moi je leur dis souvent quand on discute ensemble, je leur dis que nous on est en train de vous apprendre la démocratie en fait. On est en train de vous apprendre, vous allez voir, vous allez vous habituer à ça. Et même vous, après, là, quand vous allez perdre le pouvoir, vous allez demander à faire des marches, à revendiquer pacifiquement, vous allez apprendre. Ça peut être bizarre, mais c'est ce que moi je leur dis souvent. Et puis, ils ne pensent pas ça mal. Ils ont commencé à comprendre. Au départ, c'était les muscles. Voilà, on montre qu'il est fort et tout ça. Aujourd'hui, on voit dans les débats, là, les débats qu'on est ensemble. Ils essaient de se la jouer démocrate et puis discussion avec beaucoup d'arguments et tout ça. Et donc, je me dis que ça commence à venir de leur côté. Pour nous, donc, et c'est ce que Fantôme disait, depuis les années 90, on a traversé tellement de choses qu'aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est maintenir cet esprit-là. Cet esprit chez l'Ivoirien, hein, au sein de la population là, de la notion de la démocratie. Il faut aussi savoir pour les Ivoiriens qui nous écoutaient là que on ne va jamais dormir sur nos lauriers en ce qui concerne la démocratie. La démocratie, dès que tu essaies de t'endormir, il y a un qui va sortir pour dire que oui, voilà, lui veut mettre fin à cela. C'est comme ça que ça marche. Dès que tu essaies de baisser les bras, demain, après-demain, il y a un gouvernant ou bien des gouvernants qui, parce qu'ils ont le sentiment que les gens sont amorphes là, vont vouloir venir, voilà, commencer à mettre un frein aux libertés. Mais c'est pourquoi que Babou, quand il parlait l'autre fois, il disait, mais c'est parce qu'il n'était pas là. Il veut dire, parce que le mouvement, et lui et son groupe là, n'étaient pas là. C'est pour cela que les choses se sont passées comme ça s'est passé en 2020. Vous voyez un peu? Donc c'est cet esprit-là que moi je pense que aussi simplement qu'on peut le dire quoi, qu'il faut avoir et puis garder. On ne va pas arrêter de faire des marches pour revendiquer que les gens puissent s'exprimer librement afin de contribuer à la vie politique, économique et sociale du pays. On ne va pas le faire. Ça va pas arriver. Ça c'est pas une mauvaise nouvelle, hein. C'est une bonne nouvelle. Ça peut sembler bizarre, mais il faut accepter ça comme ça. On va quitter cette ville-là, nos enfants vont venir et ils seront amenés à faire la même chose jusqu'à la fin des temps. C'est comme ça. L'être humain est ainsi fait. Nous qui sommes à Abidjan ici, on sera là-bas. D'accord? Ils vont gazer un peu, ils vont faire ci, on va courir un peu ici et là, mais ensuite, la vie va reprendre. Mais ça va rester, qu'est-ce que cela va laisser dans l'esprit des gens? La marque, c'est quoi? La marque que ça va laisser dans l'esprit des gens, c'est que qu'au niveau du subconscient même de cette population-là, on va pas se considérer comme une population résignée. C'est cela qu'on va viser en sortant. D'accord? Tous ceux qui sont à côté en train de crier, parler là, il y a eu des rassemblements plein à Port-au-Boué partout là, on les a pas vus. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Bon, à l'Occident ils vont parler. Ici aussi ils peuvent sortir s'ils veulent. Mais bon, on a l'expérience. Je peux arrêter. Je vais être un peu plus bref en disant on a l'expérience. On va aller et puis ce qui doit être fait va être fait dans les règles de l'art. Cet art-là qu'on a commencé à pratiquer il y a maintenant un peu plus de 35 ans, non? Maintenant 90 maintenant là, ça fait 35 ans. Voilà. Donc on a 35 ans de militantisme dans le corps là, on va aller pratiquer ça. C'est ce que je peux dire, Hans. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. On va sortir. Merci. Merci Aïlé. Merci pour ces paroles réconfortantes. Effectivement, on a l'habitude de ça. Je pense qu'on va rééditer les exploits qu'on a eu à faire par le passé. Et puis, on va affronter ce qu'il y a à affronter, tout simplement. Pour dire que les menaces ne nous feront pas taire, les menaces ne nous dissuaderont pas. Je vais laisser la parole, le Lévite. Vas-y, 5 minutes. Le Lévite, est-ce que tu es là? Le Lévite, une fois, le Lévite 2 fois. Ou bien, attends, j'ai essayé d'ouvrir son micro, peut-être là du mal. Je t'ai envoyé une invitation à ouvrir ton micro. Ok. Alino, vas-y. Je vais le descendre en même temps. Alino, vas-y. Encore merci. J'avais déjà pris la parole.
Ouais, Moi, je vais, je te laisse. voilà, Voilà. moi, je vais conclure pour dire que Ouais. ce qui arrive aux Ivoiriens aujourd'hui, et peut arriver à tout le monde. Tout à fait. Voilà. Donc, il est l'heure de revendiquer notre droit. Voilà. Ce qui arrive à la Côte d'Ivoire arrive à tous les voisins aujourd'hui. Donc, pour ce 2 août-là, sachez que le monde entier est avec vous. Même l'Afrique, tous les voisins, nous sommes de cœur avec vous. Ouais. Nous sommes de cœur avec vous. Parce que ce régime-là est un poison pour la sous-région. Ouais. Tout à fait. Encore un mandat à ce régime voudrait dire confier la clé de ta maison à un voleur. Un mandat encore à ce régime-là, vraiment, je vous assure que la Côte d'Ivoire ne serait plus la Côte d'Ivoire. Ils vont vendre la Côte d'Ivoire, je ne sais avec qui. Donc, l'heure a sonné. Répondez aux appels. Le pays vous appelle. Donc, il est temps de répondre. Merci. On a assez souffert. Vos droits ont été bâillonnés. Vos droits ont été piétinés. Donc, il est temps, il est temps, il est temps. Donc, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse Laurent Gbagbo. Je suis fier de toi. Merci, 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 big up. Merci Alino. Merci. J'ai apprécié à sa juste valeur tes interventions. Tu as dit vraiment des choses très poignantes, des choses qui sont vraies. Et comme tu le dis, tous les pays sont confrontés à ce que traverse la Côte d'Ivoire. Je pense que la Côte d'Ivoire étant le pays phare de la sous-région, nous allons donner l'exemple. Nous allons montrer la marche à suivre. Déjà, vous l'avez déjà fait, mais je pense que la Côte d'Ivoire ne sera pas en reste. Voilà. Donc, merci de ta prise de parole sur notre panel. Soleil, tu vois? Donne la parole aux autres et puis après, je fais ma petite conclusion. On va boucler. Ok. Donc, en tout cas, je voudrais remercier tout le monde de nous avoir suivis. Hein? Merci d'avoir été si nombreux à être sur le panel. Voilà, nous allons traiter de plus en plus des sujets d'actualité. En tout cas, ce live a été exclusivement dédié au ministre de la Défense, M. Téné Birahima, celui-là même qui est le héros des temps modernes, celui-là qui se tape la poitrine, celui-là qui est, selon lui, est le gardien de la Côte d'Ivoire, celui-là qui pense que il a eu à combattre, si je peux m'exprimer, s'il est terroriste, celui-là qui a pu déjouer des centaines de coups d'État. Voilà. Et donc, fort de ce titre-là, dont il s'arroge lui-même les succès, il pense que il a une partie des Ivoiriens comme adversaire et dont il doit les broyer. Monsieur Birahima, les menaces que vous faites à notre endroit, de nous dissuaderont guère. Nous allons faire ce que nous avons à faire. Le monde entier verra. Le monde entier verra. C'est vous qui avez envoyé Laurent Gbagbo à l'AE se faire juger, non? Parce que vous avez estimé que dans sa mandature, il a eu à poser des actes réprimandables. Donc vous l'avez envoyé. Non. On va sortir. On n'a pas peur. Sachez-le. Voilà. La peur a été bannie de notre camp. La peur n'est plus de notre côté. Nous, on n'a plus rien à perdre. S'il y a des gens qui ont quelque chose à perdre, là, vous savez qui c'est. Cela, vas-y pour ton mot de fin. Merci à toi, frère, pour cette belle audience. Je pense que si tu répètes tes lives, je pense qu'on va avoir un canal de communication si riche. Je voudrais dire aux gens, la violence somnole en tous. Il suffit qu'il y ait trop de gouttes ou trop d'eau qui débat dans le vase pour que tout le monde puisse se réveiller. Un chien n'est jamais vaincu à son propre domicile. Un chien n'est jamais vaincu à son propre domicile. À un moment donné, les Ivoiriens vont se réveiller et ce gouvernement de tyrannie prendra fin. Merci frère et puis à demain. Merci pour ton combat. Merci pour ton engagement. Merci Soleil. Merci. Donc, on se donne rendez-vous le 2 août pour l'entrée en matière de ce qui va être appelé la déferlante, pour l'entrée en matière pour la libération de la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire retrouve son lustre d'antan, pour remettre en place les fonds baptismaux de ce pays, mais surtout pour que les Ivoiriens aient une bonne fois pour toutes cette liberté. Non au 4e mandat d'Alassane Ouattara, non à l'intimidation, non aux menaces, et que Dieu vous bénisse, que Dieu nous garde. Merci. À bientôt.